Chère Corinne de France, chers messieurs les intervenants, d'abord Monsieur Peter Wechsler, qui nous est connecté depuis Vienne et que nous voyons sur l'écran. Ensuite, Messieurs Thomas Simonet et Johannes Wetzel, ici présents dans la salle Alfred Grosser, chers amis de la maison Heinrich Heine. Je suis ravie de vous accueillir toutes et tous ce soir pour découvrir ensemble Françoise Frenkel, grâce à l'ouvrage très bien écrit et fouillé de Corinne de France intitulé « Françoise Frenkel, portrait d'une inconnue ». Il est paru en septembre dernier dans la collection L'Arbalète aux éditions Gallimard. Un livre exceptionnel, plein de recherches menées dans plusieurs pays, dont témoigne l'ampleur des sources archivistiques que Corinne de France mentionne dans l'annexe et qui sont intégrées dans le récit du livre et en font sa richesse. Un livre saisissant qui couvre une période particulièrement complexe et difficile, en particulier celle entre les deux guerres et la période ultérieure. Corinne de France relate et nous fait découvrir le parcours peu ordinaire de Françoise Frenkel entre la Pologne, sa terre natale, l'Allemagne et plus précisément Berlin, où elle a ouvert une maison du livre qu'elle a pu tenir jusqu'en 1939, jusqu'à son exil en France. Plus tard, en juin 1943, elle trouvera refuge en Suisse. L'ancienne libraire devient écrivaine en rédigeant Rien où poser sa tête, publié en 1945 aux éditions Yeheba à Genève, un livre qui sera traduit dans une quinzaine de langues et rencontre alors un vif succès. Le long de sa vie à multiples facettes et rebours, Françoise Frenkel est restée l'étrangère, la juive, et se retrouve souvent attaquée sur tous les plans. Pour elle, qui propage une littérature pacifiste et féministe, il s'agit dans son exil à partir de 1939 non seulement de vivre, mais de survivre, de refuge en refuge. Son livre témoigne de la volonté de comprendre et de transmettre ce qu'elle a vécu. Cet ouvrage de l'autrice a été, et ça c'est encore une surprise, a été redécouvert fin 2010 à Nice dans un vide-grenier des Compagnons d'Emmaüs. Et en avril 2015, une copie a été transmise à l'historienne Corinne de France, comme elle le raconte, par la responsable du bureau de livres de l'ambassade de France à Berlin. Et voici que commencent les recherches presque criminologiques de Corinne de France sur le parcours de Françoise Frenkel, qui ont débouché sur une biographie particulièrement intéressante et historiquement éclairante. Je suis heureuse que nous ayons l'occasion de présenter l'ouvrage ce soir, l'ouvrage de Corinne France, dans le cadre du programme culturel de la maison Heinrich Heine. Je pense que Corinne de France est très bien connue auprès de notre public et du public parisien de manière générale. Juste peut-être pour dire quelques mots, elle est directrice de recherche au CNRS, enseigne à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il y a plusieurs LabEx, etc. Elle est spécialiste de l'Allemagne contemporaine et des relations franco-allemandes. Et elle travaille actuellement sur le processus de réconciliation en Europe et sur Berlin au temps de la guerre froide. Je passe sur sur ses autres contributions et aussi ses attributions à Paris et peut-être qu'elle a... Oui, elle a publié de nombreuses, ça c'est clair, nombreux livres sur l'histoire de la France et l'Allemagne et peut-être quelques informations encore. Elle a été fellow de l'Institut für Europäische Geschichte, l'Institut d'histoire européenne de Mayence, bon, ça c'est déjà un peu vieux, de 1990 à 1993, et postdoc fellow de la Alexander von Humboldt Stiftung en 1995. En 2011-2012, elle a été professeure invitée à la Freie Universität de Berlin et en 2020-21 Senior Research Fellow du Leibniz Institut für Europäische Geschichte de Mayence.
Ensuite, je vais rapidement présenter Peter Wexler, qui, comme je disais, nous est connecté depuis Vienne. Il est artiste et petit cousin de Françoise Frenkel, et on peut dire que Peter Wexler a encore connu Françoise Frenkel, et je pense que c'est particulièrement intéressante dans la configuration de ce soir qu'on ait l'occasion de l'entendre. Depuis, oui, je pense, toutes ces... je disais qu'il est artiste, on pourrait dire encore beaucoup de choses là-dessus, mais je passe là-dessus et je m'adresse directement à Thomas Simonet, qui est directeur de la collection L'Arbalète chez Gallimard et directeur des éditions de Minuit. Oui, peut-être vous avez pris la direction en 2006 comme directeur de la collection L'Arbalète. Et en 2022, c'était les éditions de Minuit. Ensuite, Johannes Wetzel, bien connu aussi auprès de notre public. Il est journaliste allemand, spécialisé dans le journalisme culturel, travaille freelance pour plusieurs journaux, quotidiens allemands surtout, et enseigne également. C'est avec grand plaisir que je vous passe la parole. Merci. Ah oui, c'était en rouge. Finalement, je me posais la question sur les couleurs. Je reprends le mot de Madame Thoresen, l'aspect criminologique de ce livre, en fait, de cette redécouverte, de cette véritable redécouverte d'une auteure et d'un livre. On en a parlé tout à l'heure, un peu comment on allait s'organiser. Avant de parler du livre proprement dit, aussi de vous faire entendre quelques extraits du livre de Françoise Frenkel elle-même. Ce qui m'a tout de suite intrigué, en fait, c'est un peu le début de votre livre, c'est justement l'incroyable histoire de la découverte de ce livre. Et tout à l'heure, en parlant avec Thomas Simonet, il me disait, ben oui, c'est lui, en fait, qui est un peu à l'origine de cette découverte par un ami qui avait l'œil et qui a découvert, comme Madame Thoresen l'a mentionné tout à l'heure. Die Übertragung ist sehr schlecht. Manchmal höre ich gar nichts und dann verzerrt, leider Gottes. Jetzt ist wieder gar nichts. Jetzt haben wir ein technisches Problem. Akustisch verstehe ich es nicht. Ja. Ich verstehe schon, dass es ist eine elend schlechte. Ich rede ein bisschen weiter, okay? Ich höre nicht. Ja, ich kann Sie hören. Sie waren immer da. Die Internetverbindung ist instabil. Sorry, heißt. Ja. Ouais, on va continuer. On va. À la limite, voilà, avec Peter Wexler, on va l'intégrer dans le débat le moment venu. Mais donc, tout d'abord, cette découverte, donc, Thomas Simonet, vous avez dit, en fait, vous avez reçu un appel d'un ami. Wie gesagt, es ist ein akustisches Problem, ja. Et voilà, vous avez, comme dans la cabine de traduction, vous avez deux voix, une allemande, une française, en même temps. Donc, voilà, comment ça s'est passé, cette... Ja, jetzt ist wieder aus. Ich höre nichts. Donc, cette surprise découverte. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là ce soir dans cette amitié franco-allemande qui m'importe beaucoup comme éditeur, comme grand amateur de cette langue et de tous les échanges qui peut y avoir entre nous.
Et certainement, l'esprit de cette publication est habité par cette idée de l'échange et a inspiré ce choix. Comment tout a commencé? C'est très étonnant de se reposer la question aujourd'hui où on sait beaucoup de choses sur Françoise Frankel, où on a publié 2 livres de textes d'elle, où Peter Wexler est là, et je le vois pour la première fois alors que nous avons beaucoup échangé, et où évidemment Corinne est arrivée à reconstruire à partir de traces pour certaines infimes un parcours qui nous était parvenu imparfaitement. Comment tout a commencé? Tout simplement lors d'un voyage à Nice où je vais à la rencontre d'un ami éditeur qui a travaillé et qui a conçu l'édition de Rien opposer sa tête avec moi. Je vais donc chez Frédéric Maria qui me tend une photocopie d'un manuscrit, d'un livre. Il m'explique que ce livre, c'est son ami Michel Francesconi qu'il a découvert à Nice même, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, dans ces lieux où on peut acheter des livres en une sorte de débarras d'Emmaüs au poids, et où il a acheté pour 1 euro, 10 euros, une dizaine de livres. Il me tend cette photocopie et je devais partir quelques jours après, et je lis les premières pages après la soirée. Je suis immédiatement frappé par le son de cette langue française, la figure, cette femme qui me parle immédiatement à l'oreille, avec une proximité, une vérité absolument incroyable, dont le nom est Françoise Frankel, dont le nom ne me dit rien. Il avait vérifié, aucune bibliothèque en France ne possédait d'exemplaires. Et je repars de Nice presque déjà convaincu que si j'ai à peu près tous les renseignements, je publierai ce texte tellement il me parle, il me bouleverse, il semble raconter quelque chose que je n'ai pas entendu jusqu'alors. Donc, ces 2 personnes, Frédéric Maria, Michel Francesconi, moi, pour publier néanmoins, et surtout des textes sur cette époque qui ont une valeur bien sûr littéraire mais aussi historique, il fallait se poser des questions, il fallait savoir qui était Françoise Frankel. C'était pas possible de publier un texte sans en savoir un petit peu plus. Et là, l'enquête a été extrêmement longue, extrêmement sinueuse. Et c'est toute une série d'interventions qui nous ont permis d'avoir une sorte de première carte d'identité qui nous permettait d'authentifier ce texte. Je fais une petite parenthèse, mais c'est assez compliqué. Hein, le statut. Yeber n'était pas du tout une maison d'édition qui publiait vraiment des témoignages. C'est plutôt une maison d'édition suisse confessionnelle qui fait beaucoup de choses autour de protestante, c'est ça, hein, protestante. Ils ont fait quelques livres de littérature, mais vraiment pas du tout dans ce secteur. Donc c'était vraiment difficile de comprendre si Françoise Frankel, avec ce prénom français, ce nom de famille qui pouvait être porté à travers tout l'Est de l'Europe, quelle identité il y avait là et quelle véracité il y avait à cette histoire de librairie. C'était vraiment l'autre élément qu'il fallait tirer au clair. C'est la question de l'identité et puis la question de l'originalité de ce témoignage. Et bien sûr, quand on tombe dans les questions de témoignage, on tombe dans un océan de construction, reconstruction de la vie de la guerre. Quelle originalité il y avait. Et là, je travaillais beaucoup à ce moment-là, et je travaillais encore avec Patrick Modiano, et c'était certainement la personne la plus intéressante. C'était juste avant qu'il reçoive le prix Nobel, de lui demander son avis, de lui demander de confirmer en lisant la nature de ce texte. Je vais donc chez lui, il me dit, écoutez, c'est très simple, il y a 3 choses dans ce texte. Il y a la voix d'une femme, c'est très rare. Un regard avant la fin de la guerre, c'est là aussi très rare parce que la fin de la guerre va conditionner un peu les témoignages. Une fois que la victoire est acquise, c'est pas tout à fait la même chose. Il y aura beaucoup plus d'écrits militants.
Et puis enfin, il y a quelque chose de très précieux dans ce livre qu'on ne voit que très rarement. C'est un témoignage, non pas sur Paris, qui a été beaucoup raconté, sur le maquis, qui a été raconté encore. On voit Nice, on voit une autre ville de France, on voit la Savoie. Et ça, c'est très, très rare. Ce qui est dit là, il faut le faire. Et je pourrais peut-être faire quelque chose. Et voilà qu'il ait le prix Nobel quelques mois après. Et puis, à Stockholm, il décide de faire quelque chose pour ce livre. Donc, je crois que c'est encore la troisième personne qui a aidé à la publication de ce livre. Il est retrouvé 3 ou 4 fois. Il est réidentifié à nouveau par lui. C'est à partir de là qu'on décide de passer à la publication avec un dossier dont on reparlera. Voilà pour la redécouverte complexe, sinueuse d'un texte. Hein. C'est ça qui est important. Il y a un texte. C'est pas évident de retrouver un texte oublié dont il n'y a plus aucune trace. Et qui est un texte qui n'avait eu connu jusque-là pratiquement aucun succès. Sa parution en Suisse, c'est une sorte de néant. Les exportations en France, c'est pas mieux. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, il y a peut-être 3 ou 4 exemplaires qui survivent de ce livre. Donc quel miracle incroyable qui soit tombé dans ce débarras d'Emmaüs. Alors, tout à l'heure, effectivement, vous avez dit que, du coup, aussi, le regard sur ce type de texte a changé. À l'époque, juste après la guerre, on s'intéressait plus aux témoignages des personnalités un peu peut-être en vue, des héros, entre guillemets, des résistants, vous avez le droit de me corriger, alors que ça, c'est plutôt un témoignage, moyen, une expérience du quotidien, qui, à l'époque, n'intéressait pas grand monde. Bon, moi, je suis vraiment pas spécialiste ni historien, mais il est certain qu'il y a des natures de témoignages différents. Ce dont elle témoigne, c'est d'un itinéraire, c'est de sa vie avant-guerre, c'est d'un itinéraire à travers la France, et c'est de quelqu'un qui arrive à franchir ça s'arrête au franchissement de la frontière suisse. On sait même presque rien de sa survie. Hein. C'est un texte qui est plein d'ellipses. Évidemment, c'est ni le témoignage d'un martyr, ni d'une expérience extrême ou violente. Donc c'est une nature de texte qui évidemment n'est pas tout à fait en concurrence avec d'autres textes de l'époque. Néanmoins, aujourd'hui, George Dizier Berman, dans un livre qui s'appelle Le témoin jusqu'au bout sur Klemperer, l'a très bien dit. Il observe très bien dans le journal de Klemperer. Il y a les faits, ce dont on a pu faire le procès à Nuremberg et ailleurs, les crimes, le nombre de gens déportés. Mais il y a aussi, et c'est très important, et ce livre en témoigne, les affects. Et les affects sont tout aussi importants pour comprendre l'histoire. Et je crois que Rien opposait sa tête, avec son titre immédiatement saisissant et magnifique, témoigne des affects. J'ai mal, j'ai peur, où sont les miens? Ce livre nous bouleverse, nous traverse, parce qu'il est capable, parce que Françoise Frankel a été capable de témoigner pour ce qui changeait en elle au jour le jour. Et ça, c'est, à mon avis, ce qui rend unique et précieux ce texte, et ce qui nous le rend toujours extrêmement actuel. Vous avez mentionné Patrick Modiano, l'auteur d'Orin Bruder. Et vous avez dit qu'il a fait quelque chose pour le livre, il a fait la préface. C'est dans la préface, justement, que dit Patrick Modiano que on ne sait pas ce qui est devenu Françoise Frankel après la parution de Rien où poser ma tête. Donc, au moment de la réédition du livre, en 2015, effectivement,
on ne sait presque rien. Et c'est à ce moment-là que les éditions Gallimard s'adressent à Corinne de France. Et c'est là que commence l'aventure que vous décrivez dans votre livre. Donc le début c'est justement l'enquête policière qui commence. En avril 2015, la responsable du bureau du livre de l'ambassade de France à Berlin me remet une photocopie d'un ouvrage signé Françoise Frenkel, daté de 1945 et intitulé « Rien où poser sa tête », que les éditions Gallimard s'apprêtent à rééditer et sur lequel elle cherche des renseignements. Et c'est à partir de là, vous aviez déjà un peu travaillé sur justement la maison du livre à Paris, et donc vous étiez la personne toute trouvée pour mener l'enquête qui se révèle pleine de surprises. Voilà, donc quand je reçois cette copie de l'édition de 1945 de Rien nous poser sa tête, je ne connais pas le nom de Françoise Frenkel. Il n'évoque rien pour moi, mais je crois que tant les éditions Gallimard que le bureau du livre de l'ambassade à Berlin ont aussi essayé une recherche par le nom de sa librairie, la Maison du Livre à Berlin, et c'est ainsi qu'ils sont tombés sur un petit article que j'ai commis en 2003, alors que je travaillais dans un groupe de recherche qui s'occupait de la présence culturelle française à Berlin du temps de la République de Weimar, et on était parti de la correspondance de germanistes, et il était fait mention d'une librairie française à Berlin, et j'avais proposé au sein de ce groupe de m'occuper de cette librairie qui était un vrai mystère sur lequel on ne savait pas grand-chose. Et j'ai trouvé quelques petites informations, mais pas beaucoup. Et je savais que cette librairie, qui était dans le quartier de Charlottenburg, qui s'appelait donc en français la Maison du Livre, était tenue par un couple, Monsieur et Madame Reichenstein, des Juifs d'Europe centre-orientale. Je n'avais pas pu déterminer ni leur prénom, ni même leur origine. Certains documents les disaient polonais, d'autres russes, d'autres encore galiciens. Donc autant dire, j'ignorais presque tout. Et moi, je savais que le couple de libraires s'appelait Reichenstein. Et la question était donc de savoir si Madame Reichenstein pouvait être cette Madame Françoise Frenkel, ou bien, ce qui aurait été extrêmement étonnant, si à cette époque, dans l'entre-deux-guerres, il aurait pu y avoir 2 librairies françaises à Berlin. Donc, je lis ce manuscrit dans donc Rien nous poser sa tête, qui est l'histoire de la persécution dans la France de Vichy et de sa clandestinité, avec cependant un premier chapitre qui est consacré à la librairie qu'elle a tenue à Berlin. J'apprends beaucoup de choses sur cette librairie, et puis je la suis jusqu'au bout où Françoise Frenkel rapporte comment elle passe en Suisse, et c'est là-dessus que ça s'arrête. C'est pour moi une information cruciale, et je commence quelques recherches sur Internet. Les archives suisses sont remarquablement faites, et je tombe dans les archives du canton de Genève sur une liste des réfugiés ayant rejoint la Suisse, ayant rejoint le canton de Genève depuis la France. Et sur cette liste, le nom Françoise Frenkel-Reichenstein, née à Piotrków-Trybunalski, Pologne, 1889. Voilà. Et là, c'est la preuve qu'il s'agit bien de la même personne, et je communique à ce moment-là cette première information, et je commets un deuxième article sur la librairie française à Berlin à partir de son témoignage, qui est une source fondamentale par rapport au premier article que j'avais écrit. Puis dans un premier temps, je pense en rester là. Je suis quand même curieuse quand je vais en archives, ici ou là, à Nice ou aux archives nationales. Ici, je cherche un petit peu, je communique à Thomas Simonet mes découvertes, et je dois lui dire un immense merci parce que c'est lui qui m'a suggéré de m'atteler à une biographie, et qui un jour m'a dit maintenant il faut sortir de la librairie pour essayer de saisir la vie de Frenkel dans son ensemble. Voilà, et je m'y suis mise petit à petit en 2017-2018 surtout. Alors ça va nous emmener donc effectivement à découvrir un peu la vie de Françoise Frenkel, mais à un moment donné, vous vous adressez aussi à Peter Wexler. Comment s'est fait le lien? Et puis question à Peter Wexler,
comment ça s'est passé? Tout d'un coup, vous recevez un appel d'une parfaite inconnue. En fait, c'était peut-être M. Simonet qui a appelé le premier et qui s'intéresse qui demande s'il y a un lien de parenté et qui s'intéresse au carton que vous avez sur le grenier depuis des décennies. So, wo fangen wir jetzt an? Mit der Kontaktaufnahme? Ja, genau, mit der Kontaktaufnahme. Hallo? Ja, hören Sie mich? Ich höre, ja. Also die Kontaktaufnahme war über Monsieur Simonet, die E-Mail. Da war kein Telefonat, nichts. War da keine Telefonnummer. Und so sind die ersten Mails. Ja, so, das war der Beginn. Immer noch oder etwas distanziert, und weil ich nicht wusste, was will die denn. Ja. So hat das begonnen. Und Ihnen war bewusst, welche Schätze Sie da auf dem Speicher haben? Sie reden jetzt von der Schachtel. Ja. Ich weiß nicht, wie es aussah. Wir wussten schon lange, dass dieses Manuskript ist. Und wir haben das eigentlich vergessen. Und erst bei der Veröffentlichung bin ich aufmerksam gemacht worden durch nicht, dass da Papiere sind. Beinhaltet dieses, übrigens was sehr interessant ist, ein deutsches Manuskript, das zeitgleich mit dem Französischen geschrieben wurde. Und das hat doch einige stilistische Änderungen. Ich habe es dort gestern noch mal gelesen und es ist anders als das Französische und auch das von Frau Edel übersetzte. Also es hat mich unmittelbarer getroffen als die Übersetzung. Ich bin nicht zu schnell? Ich glaube nicht, das ist die Frage an die Übersetzer. Ja, das sind jetzt alles nur so Bruchstücke. Ja. Und was ich eben interessant finde, ist der Umstand, dass Tante Fania, also so hat sie in unserer Familie figuriert, dass offenkundig gleichzeitig in Französisch und auf Deutsch geschrieben hat. Also das fand ich schon sehr bemerkenswert. Neben diesem Typoskript fanden sich noch etwa 600 Briefe, also die ganze Familienchronik und noch kleinere Texte, die sie ja jetzt in Son de la Douleur veröffentlicht haben. Ja, wir wussten schon, also mein Bruder und ich, das existiert, aber ganz ehrlich gesagt, habe ich mich nicht sonderlich interessiert lange Zeit dafür, warum auch immer. Aber Sie sind sozusagen der Petit Cousin von Françoise Frenkel und Sie haben sie ja auch als Großcousine kennengelernt. Wie war sie denn? Was war das für eine Persönlichkeit? Naja, das kann ich jetzt in 2 Sätzen schwer sagen. Sie war Es darf länger dauern. Naja, ich hoffe, ich stehe das durch. Sie ist 1975 gestorben. Also ich war 34, also habe ich sie schon noch bewusst wahrgenommen. Allerdings war das ein Zeitpunkt, wo ich nicht sehr viel Kontakt zu meiner Familie hatte. Ich lebe in Wien schon sehr lange. Ich bin 1971 nach Wien von Zürich und da war der Kontakt nicht sehr eng. Im Buch kommt ja auch ein kurzes Statement von mir vor. Also sie war schwierig, sehr impulsiv und sie war so ein bisschen wie soll ich das sagen, der Gegenpol zu meinem Großvater. Sie ist die Cousine meines Großvaters aus Piotrkow-Tribunalski. Und das habe ich ja schon einmal gesagt. Also für mich war ein Kernerlebnis, wie wir in Cannes sind, eine große Familienzusammenkunft. Und ich fragte Françoise, also Fania Frenkel, warum ist dir dein Mann davon gelaufen? Das war natürlich eine entsetzliche Frage. Und ich habe
Die erste Reaktion meiner Großmutter war, dass ich einen Tritt ins Schienbein bekommen habe. Was war der Grund, warum ich das so naiv gefragt habe? Ich war 7 Jahre alt. Die ganze Fluchtgeschichte, das war für mich eine Reise. Ich habe immer vorgestellt, Simon Reichenstein und Fania, die machen eine Reise. Ich habe nicht verstanden, was das eigentlich heißt. Und nachdem sie immer als schwierig gegolten hat, hat mein Vater oder meine Mutter gesagt, es ist ja kein Wunder, dass dieser Frau der Mann davon gelaufen ist. Das ist natürlich furchtbar. Aber Tante Fania hat mir das nie übel genommen, ja. Und mein Vater hat sich dann sehr entschuldigt für mich, weil ich habe zuerst gemeint, ich bilde mir das ein, das ist meine Erinnerung, aber durch die Korrespondenz habe ich diese Situation rekonstruiert gefunden. Also es hat sich wirklich so zugetragen. Und Sie fragen, wie war Tante Fania? Also sie galt als schwierig, impulsiv. Sie ist ja immer wieder in die Schweiz gekommen und meine Großeltern haben immer eigene Zimmer für sie gemietet, dass sie zwar schon in der Nähe war, aber doch nicht so nah. Also immer so ein bisschen auf Distanz gehalten. Das Buch, also die Veröffentlichung von 1945, Rien ou poser sa tête, dieses Buch, war das präsent in der Familie? Haben Sie das gelesen, bevor es... Nein, es war nicht präsent. Überhaupt nicht. Erst durch die Veröffentlichung. Und Sie selber hat auch nie davon gesprochen? In der Korrespondenz schon. Und sie wollte ja eine zweite Veröffentlichung machen. Corinne hat das ja wahrscheinlich auch durch die von mir ihr weitergeleiteten Briefe gesehen. Also es war immer ihr großer Wunsch, noch einmal ein größeres Werk zu schaffen. Aber dazu hat die Energie nicht gefehlt. Ich schließe auch nicht aus, dass Teile verloren gegangen sind. Also wie sie starb, mein Vater war der Nachlassverwalter. Also er hat eigentlich alles sehr sorgfältig dokumentiert, erhalten. Aber ist natürlich nicht auszuschließen, dass auch Teile verloren gehen. Ja. C'est peut-être le moment pour reprendre l'histoire au début. Donc l'histoire de Françoise Frenkel qui commence dans, vous le dites dans le livre, dans le, je sais pas si on dit ça en français aussi, le Kongress Polen du Congrès. Pardon, la Pologne du Congrès. Et ensuite, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre, c'est que c'est essentiellement des stations, les stations sont des lieux géographiques. Alors, le premier lieu, le point de départ, c'est donc la Pologne occupée par la Russie. Voilà, elle naît en 1889 à Piotrków-Trybunalski, qui est une petite ville industrielle pas loin de Łódź, comme on dit en français Łódź. Et elle, dans une famille très aisée, très cultivée et très pieuse. Son père est banquier, les grands-parents étaient imprimeurs, et elle vit donc dans ce qu'on appelle la zone de résidence, qui est cette partie occidentale de l'Empire tsariste où les autorités russes contraignent les Juifs à vivre. Et dans la ville de Piotrków, il y a à peu près un tiers de la population qui est juive. Donc elle vit là une enfance heureuse d'après les contes et d'après ses souvenirs d'enfance, mais très près de chez elle, très près de la maison bourgeoise dans laquelle elle vit, elle voit la misère du shtetl. Et elle en est révoltée et elle entend s'engager pour améliorer notamment le sort des femmes et des enfants. Et donc, il y a des descriptions très, très dures, très brutales, parfois, du shtetl. Et elle rend le hassidisme, ce courant très orthodoxe, très répandu dans ces régions-là, responsable donc de cette misère, et c'est son premier engagement. Je vous coupe un instant parce que vous dites, elle le décrit, donc effectivement on parle pas que de Rien ou poser sa tête, on parle aussi de ces nouvelles, de ces récits qui sont en partie, donc on a laissé le livre, non il est là,
qui sont en partie repris, soit redécouverts, comme se dit, inédits ou textes retrouvés, donc qui relèvent plus de la fiction que son autobiographie, mais qui décrivent effectivement aussi la vie dans le shtetl, comme vous dites. Oui, elle publie de premiers contes juifs et polonais, comme elle les intitule elle-même, dans une petite revue juive française qui s'appelle Foi et Réveil, et elle publie plusieurs de ses contes entre 1918 et 1924. Ils sont totalement oubliés, et elle va en rééditer certains d'entre eux dans le Israelitisches Wochenblatt entre 1954 et 1962. Voilà, donc on peut les lire aussi comme un témoignage ethnographique du shtetl, mais ça a une très forte dimension autobiographique qui est évidemment aussi une source pour l'historien. Et ça nous donne accès aussi à sa conception d'alors de la judaïté. Voilà, une conception qui va évoluer très fortement chez elle, surtout après l'expérience évidemment de la Shoah. Là, je vous ai coupé, donc on va peut-être continuer. Donc, et c'est là aussi qu'elle fait, si je ne me trompe pas, elle fait connaissance de son futur mari, qui est un membre éloigné. Son futur mari est son cousin germain, aussi un cousin germain du grand-père de Peter Wexler. Et donc on ne sait pas exactement quand elle le rencontre pour la première fois, sans doute dans la petite enfance, mais ce cousin germain a fait ses études en France, et à Nancy et à Paris, et alors qu'elle-même a commencé des études au conservatoire de musique à Berlin, puis à l'université des femmes de Leipzig, elle décide sans doute fin 1913, début 1914 de venir à Paris pour retrouver Simon Reichenstein, son cousin germain, et en même temps, elle va s'inscrire à la Sorbonne. Voilà. Et dans ce cadre, à la Sorbonne, elle entend écrire une thèse qu'elle nomme le juif au singulier, c'est ce qui est assez étonnant, le juif dans la société polonaise, à partir des écrits des grands polonais, donc des écrivains polonais. Une thèse dont j'ai retrouvé le tapuscrit à la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle, mais qui n'a jamais été soutenue en tant que thèse devant la Sorbonne. Voilà, donc c'est un petit miracle que ce document ait été retrouvé dans la correspondance, donc dans le Privatnachlass auquel Peter Wexler m'a donné accès, dans la correspondance avec les grands-parents de Peter Wexler. Elle pense même que ce document est définitivement perdu au fil de sa fuite. Ça fait partie de la série de petits miracles qui ont amené à cette redécouverte. Ouais. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, elle écrivait, donc à la maison chez elle, on parlait polonais, si je ne me trompe pas, et le français, et puis l'allemand, elle les maîtrisait également, donc elle était parfaitement trilingue. Alors, très certainement, la langue de la famille, c'est le polonais. En tout cas, c'est la langue dans laquelle elle continuera d'écrire à sa sœur, qui a réussi à émigrer à temps aux États-Unis, mais c'est seulement avec sa sœur qu'elle écrit en polonais. Donc c'est une langue de l'intime avec la famille, avec le cousin Lazar Léon Wexler, le grand-père de Peter Wexler. Elle écrit en allemand, et ses essais littéraires, son œuvre littéraire, elle l'écrit soit en français, soit en allemand, sans qu'on ait pu trouver une logique. On ne peut pas dire quand elle est à tel endroit, quand elle est à Berlin, elle écrit en allemand, ou quand elle est à Paris, en français. Donc ça ne dépend pas des lieux, ça ne dépend pas des époques non plus, ni des genres littéraires. On trouve sous la plume de Frenkel donc des écrits dans les deux langues, quels que soient les moments, quels que soient les lieux, et quel que soit l'objet dont elle parle. Voilà. Et donc, Peter Wexler l'a rappelé, il y a eu cette découverte fantastique dont elle a publié son autobiographie en français en 1945 en Suisse, mais dans le fond, dans le Privatnachlass, Peter Wexler a découvert un tapuscrit
en allemand de Rien nous poser sa tête, avec des petites nuances par rapport à... In der Schachtel. Voilà, exactement, dans le fameux carton. Et comment l'histoire continue? Donc, parce qu'à un moment donné, elle décide d'ouvrir une librairie à Berlin. En fait, Voilà. donc, elle est à Paris, et ensuite, elle s'installe à Berlin. Elle est à Paris, elle vit la Première Guerre mondiale à Paris, elle fait ses études à la Sorbonne, et en fin 1921 ou 1922, elle décide de partir à Berlin pour y ouvrir une librairie française, qui est une tentative extrêmement audacieuse. Rappelons que elle est juive dans un pays où l'antisémitisme est extrêmement présent déjà. Elle est polonaise. La Pologne, enfin l'Allemagne vient de perdre une partie de ses territoires, la Haute-Silésie, au profit de la Pologne. Donc, il y a un ressentiment très fort à l'égard des Polonais. Et elle ouvre une librairie française alors que la France est haïe après la défaite de l'Allemagne et le traité de Versailles. Donc, elle prend tous les risques. Sa librairie, on ne sait pas exactement la date de la fondation. On connaît bien la librairie à partir de 1927. On sait qu'elle est installée dans la Passauer Straße, dans le quartier de Charlottenburg, où elle loue le pas de porte au grand magasin, le KaDeWe. Et donc là, on a des preuves de sa présence dans la Passauer Straße. Avant 1927, c'est plus incertain. Cependant, c'est assez sûr qu'elle est à Berlin et elle dit qu'elle reçoit d'abord les Russes qui vivent à Berlin sont sa première clientèle, donc des blancs, mais des rouges aussi peut-être. Et puis elle a beaucoup de diplomates de l'Europe centre-orientale dans sa clientèle, les Français, et notamment les Français de l'ambassade. Au début des années 20, la communauté française à Berlin est extrêmement réduite. Et puis les Allemands qui finissent par franchir le pas de la librairie, mais certainement à partir de 1925-26, quand les relations franco-allemandes commencent à s'améliorer. Elle connaît une période assez faste jusqu'en 1931, 32, puis vient la crise, puis l'arrivée de Hitler au pouvoir. Certainement, on retrouve un appel à l'aide qu'elle lance au service culturel du ministère des Affaires étrangères en 1933. La librairie semble donc traverser une période extrêmement difficile, mais malgré tout, elle persévère, elle reste à Berlin jusqu'en août 1939, et c'est sous la pression des diplomates français, alors que la frontière est déjà fermée avec la Pologne, qu'elle prend le dernier train qui rentre à Paris, et donc elle est ramenée avec les dernières personnes de la communauté française à Berlin, de Berlin à Paris, fin août 1939. Donc c'est un chapitre essentiel dans sa vie qui se clôt, celui où elle a été libraire, où elle a été une femme engagée, une femme d'action, au service de la pensée française, comme elle le dit dans ses mémoires, une femme autonome, gagnant sa vie, une femme libraire. Voilà, donc c'est la période dont elle garde la nostalgie. C'est important cet aspect. Hein. Les femmes libraires, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait peut-être quelque chose de féministe dans cette aventure. Les femmes libraires, c'est quelque chose qui marque cette époque. Adrienne Monnier à Paris, Sylvia Beach également à Paris, qui vont fonder la librairie des Amis du Livre et Shakespeare & Company, qui vont aider à diffuser la pensée, publier Joyce et d'autres. Ce sont des femmes qui ont des destins à 10 ans près assez comparables dans leur indépendance, dans leur capacité à mener des aventures qu'on dirait aujourd'hui entrepreneuriales. J'ai pas beaucoup ce mot, mais qui avec une détermination extrêmement forte porte la culture et l'échange envers et contre tout entre plusieurs nationalités. C'est ça aussi qui nous bouleverse dans ce texte, je crois, hein, cette volonté, cette originalité, cette singularité. C'est ça qu'on voit peut-être et qu'on comprend mieux 75, 80 ans
même un peu plus maintenant après. Je me permettais de le dire parce que c'était aussi très important pour moi et qu'on est dans une période depuis quelques années où on comprend mieux tout ça. Et elle gagne très bien sa vie. J'ai lu qu'elle avait une voiture avec chauffeur. Ça n'arrive plus aux libraires aujourd'hui. Oui, alors c'est ce qu'elle dit dans un dossier qu'elle monte pour obtenir des réparations de la République fédérale d'Allemagne pour la librairie perdue. Donc il faut être prudent avec ce genre de sources. Mais c'est extrêmement possible. Elle faisait notamment les livraisons, elle s'approvisionnait. Elle est très active, elle ne se contente pas de vendre des ouvrages, des manuels scolaires, et notamment aux petits Français qui fréquentent le lycée français de Berlin, parce qu'on a un beau témoignage là-dessus. Elle organise des lectures et des conférences avec des écrivains français, et tous les plus célèbres écrivains français qui viennent à Berlin, où ils sont reçus par Edward Wechsler, grand romaniste de l'université de Berlin. Eh bien, elle essaie de profiter de leur passage à Berlin. Elle n'a pas les moyens de les inviter elle-même à venir à Berlin. Donc, elle profite de leur passage à Berlin pour leur demander de venir pour une soirée de signature à la librairie, ou bien pour organiser une conférence pour elles. Elles font même une société des amis de la Maison du Livre et organisent donc quelques conférences, lectures à Berlin. Donc c'est vraiment une libraire très engagée. On a découvert dans ce dossier de réparation que je viens de mentionner 3 photographies de la librairie, dont une panoramique qui a été reproduite. Ils sont dans le livre, effectivement. Voilà, qui sont exceptionnelles, qui donnent vie à cette librairie. On voit comment elle était agencée. On voit aussi qu'il y a... elle vendait des disques aussi, ou elle proposait d'écouter des disques dans cette librairie qui est organisée comme un salon, avec au-dessus des rayonnages les portraits des grands écrivains. Un salon, on peut s'installer, écouter de la musique. Voilà, et elle organise aussi, peut-être sur le plan un petit peu plus lucratif ou entrepreneurial, le placement de gouvernantes françaises à Berlin, ou bien elle organise aussi des leçons de français pour les jeunes élèves ou bien les adultes berlinois. Voilà, donc elle place du personnel aussi. Par contre, elle ne fréquente pas les milieux littéraires allemands. Alors ça, c'est un grand mystère. On ne lui connaît à Berlin aucune rencontre avec des écrivains allemands. Et quand elle sera à Nice pendant la guerre, alors qu'il y a évidemment un nombre considérable d'intellectuels et d'écrivains juifs ou non juifs allemands sur la Côte d'Azur, à Nice même, à Heinrichsmann ou à Sanary-sur-Mer, bien sûr, elle ne semble pas les rencontrer. Elle ne parle jamais de Thomas Heinrichsmann. Je ne peux pas vous citer les écrivains allemands avec lesquels elle serait en contact. Dans la correspondance non plus, elle ne les mentionne pas. Il y a de très, très nombreuses mentions des écrivains français, de quelques écrivains russes ou polonais, mais pas des écrivains allemands. Donc ça reste pour moi aussi encore une des zones d'ombre, des parts d'ombre de Françoise Frenkel. On ne sait pas quels sont les auteurs qu'elle apprécie le plus de la littérature allemande. Et ensuite, donc, fin de l'aventure à Berlin, elle repart avec le dernier train avec les diplomates de l'ambassade et commence donc la deuxième partie d'ailleurs de votre livre aussi qui... Survivre. Oui, exactement. J'ai trouvé ça... Ces 3 parties très intéressantes, en fait. C'est très, très clair. Donc, vivre 1889-1939, survivre 1939-1945, et puis, pour avoir survécu, 1945-1975. Voilà. Alors, pour avoir survécu, le titre de la 3e partie reprend ce qui est certainement un manuscrit
perdue de Françoise Frenkel. Donc elle arrête son autobiographie en 43, Rien nous posait sa tête, quand elle met le pied en Suisse. Et d'après la correspondance conservée par Peter Wechsler, on sait qu'elle a proposé un manuscrit à un autre éditeur dont elle ne donne pas le nom en 1956, un manuscrit qui s'est certainement appelé Pour avoir survécu. Enfin, c'est le nom qu'elle donne à plusieurs reprises. Et l'éditeur lui a dit à ce moment-là que ces questions-là n'intéressaient plus personne. Elle a reçu donc cette fin de non-recevoir en a été profondément blessée et a cessé toute tentative de publication à partir de là. Donc, elle évoque aussi dans des correspondances, non seulement avec la famille, mais avec Henri Jourdan, un philosophe et intellectuel, ce manuscrit. Et Henri Jourdan lui dit je vous renvoie votre manuscrit Pour avoir survécu, c'est magnifique, etc., etc. Donc, on est presque certain qu'elle a écrit la suite de son autobiographie qui couvre les années 43-56 et que ce document est aujourd'hui perdu. On peut espérer qu'il ressortira peut-être un jour. La deuxième partie, Survivre, alors elle devient véritablement survivante à partir du moment où elle plonge en clandestinité après la rafle à laquelle elle échappe d'extrême justesse. Mais 39, c'est le début du premier exil en France, sa patrie artistique, culturelle, littéraire. Donc elle ne se sent pas exilée parce que c'est sa patrie, mais c'est sa première fuite, on va dire, de l'Allemagne. Et puis, donc elle se réfugie. Elle est d'abord à Paris jusqu'à l'exode, et puis au moment de l'exode, elle prend, comme des millions de Français, la route du Sud. Elle s'arrête à Avignon, et puis elle gagne Nice, où elle arrive donc en octobre 1940, et elle y reste jusqu'à la fin de l'année 1942, mais en clandestinité à partir de la fin août, quand elle échappe donc à cette grande rafle. Voilà, donc là, à partir de là, elle devient véritablement une survivante. Alors justement, c'est cette page qui est peut-être une page centrale du livre, Rien où poser sa tête, la rafle à laquelle elle échappe par un triple miracle, qu'on voudrait peut-être vous faire entendre, mais on ne profite pas assez de la présence d'un vrai témoin. Peter Wechsler, hat Françoise Frenkel über diese zweite Zeit ihres Lebens, 1939, 1945, den entfernten Cousins was erzählt? Haben Sie Gelegenheit gehabt, mit ihr darüber zu sprechen? Hat sie sich darüber geäußert? Nein, hat sie nicht darüber gesprochen. Ich war ja völlig ahnungslos, sonst hätte ich auch nicht diese dumme Frage damals gestellt. Aber aus der Korrespondenz geht ja hervor, also mein Großvater, also so entfernt verwandt war er nicht, das war einerseits ein distanziertes, aber trotzdem ein inniges Verhältnis. Also das habe ich jetzt gerade bei der Lektüre gestern wieder bei den letzten Briefen 74, 75 gesehen. Also bis zum Schluss war da eine durchaus, enge, aber ambivalente Beziehung. Und Corinne besser wissen, mein Großvater hat ja mal Geld überwiesen, um einen Anwalt zu bezahlen, wie sie da verhaftet war in Annecy. Also da war schon immer die Verbindung da, auch in dieser Zeit. Also bis 43, muss ich sagen, weil dann war es ja in der Schweiz. Das habe ich in Erinnerung aus der Biografie, dass die Familie Wechsler aus der Schweiz finanziell, aber eben auch durch das Ausstellen durch administrative, je vous parle en allemand, par des démarches administratives, en fait, la famille Wechsler a beaucoup aidé et a finalement réussi à faire sortir, à sauver Françoise Frenkel. Absolument. Donc, il y avait des relations déjà familiales
avant la guerre, je me souviens d'une carte postale que Peter Wexler m'a communiquée, où son grand-père, Léon Lazar Wexler, rencontre Frenkel et encore son mari, Simon Reichenstein, à Berlin en 1933, et envoie une carte postale signée des trois à la famille restée à Zurich. Et puis les liens se resserrent encore évidemment pendant la guerre. À partir du moment où Françoise Frenkel se sent en danger à Nice, et ça c'est même avant de plonger en clandestinité, elle reprend contact avec son cousin pour lui demander un visa pour la Suisse. Et Lazar Léon Wexler, qui a une position sociale tout à fait assurée en Suisse. Il est le premier producteur cinématographique suisse. Son cousin fait le nécessaire et arrive à envoyer un visa pour la Suisse à Françoise Frenkel. Pour elle, ça ne change pas grand-chose parce que, comme juive étrangère, elle n'est pas autorisée à sortir de France, donc il faut qu'elle sorte clandestinement. Évidemment, ce visa change beaucoup de choses. Une fois qu'elle a mis le pied en Suisse, cela dit, elle fera quand même 6 semaines dans 3 camps de réfugiés en Suisse, mais elle a un visa et ça facilite considérablement les démarches. Et puis après, comme l'a rappelé Peter, son grand-père va soutenir financièrement non seulement Françoise Frenkel, mais aussi sa sœur qui a réussi à émigrer aux États-Unis pendant la guerre, sa sœur et son beau-frère, non seulement jusqu'à sa mort, mais je crois qu'il a demandé à son fils, donc au papa de Peter Wexler, de continuer à soutenir la sœur Guccia qui est aux États-Unis jusqu'à sa mort. Donc il y a vraiment un investissement de la famille Wexler pour soutenir financièrement les 2 sœurs jusqu'au bout de leur vie. Alors nous sommes 3 et donc on a 3 textes à vous lire. Et je commence avec le premier, et je m'excuse auprès des interprètes, j'ai pas pensé à vous envoyer les textes avant pour faciliter la traduction. Je vais lire lentement comme ça. Ich habe sie ja gelesen, ja. Bitte? Ich habe sie gelesen, ich kenne die Texte. Ja, ich wende mich an die Übersetzer hier. Donc, mais ça tombe bien puisque justement c'est cette histoire de visa et d'aide à la famille. Forte de cette promesse, je me rendis à la préfecture. Je montrai le message reçu de Suisse en y joignant la recommandation de 1939 et je demandai un visa de sortie. Le fonctionnaire, un jeune homme de 20 ans, après avoir examiné ces 2 papiers, me dit poliment sur un ton de renseignement « Vous avez là, madame, une recommandation d'un gouvernement d'avant-guerre qui s'est révélé indigne. Ce gouvernement est aboli. Nous avons maintenant en France une nouvelle. Les maîtres que vous avez servis ont disparu. » Ce raisonnement ne m'était pas inconnu. Ne l'avais-je pas déjà entendu à plus d'une reprise? Cependant, cette fois-ci, je protestais en me récriant « Sachez, monsieur, que les maîtres que j'ai servis pendant plus de 20 ans s'appellent Boileau, Molière, Corneille, Racine, Voltaire et bien d'autres immortels de votre pays. » Mes paroles parurent éveiller, sembla-t-il, quelques souvenirs scolaires de mon interlocuteur. « Soit, dit-il, après quelques instants d'un ton conciliant, je vais tenter une demande pour vous. Votre passeport, s'il vous plaît. » Il plaça une feuille rose dans sa machine à écrire, épela mon nom, puis le tapa. « Vous n'êtes pas de race juive, j'espère, se ravisa-t-il subitement. Montrez-moi votre permis de séjour. » Il a jeté un coup d'œil. « Inutile de faire la demande. Nous avons l'ordre strict de ne plus laisser sortir de France les étrangers de race juive. Ce règlement sera prochainement appliqué même aux Français. Vous comprenez ? Les Allemands sont les maîtres, ajoutait-il à voix basse comme un aveu. Il avait l'air de s'excuser de son attitude et son attitude me toucha. Je sortis de la préfecture. Je marchais à pas précipités. Au coin de l'avenue Gambetta, je me rendis compte que je tenais toujours en main mon passeport et ma recommandation. Je m'assis sur un banc, replaçai machinalement les documents dans leur enveloppe et restai là, anéanti. Donc ça, c'est
le passage, c'est aussi pour justement, parce que vous avez dit, c'est plein d'émotions, ce texte. Et je pense que ça résonne avec beaucoup d'événements passés et présents. Et puis, tout de suite après, il y a un autre passage sur cette fameuse rafle. Peut-être qu'on peut placer ça encore dans le contexte pour faire une petite pause dans la lecture. Donc, elle s'installe à Paris. Voilà, elle s'est installée à Paris en 1939 à son arrivée. Elle y reste jusqu'en mai 1940 où elle retrouve de la famille. Et en mai 1940, elle prend la route du sud de l'Exode avec Aimé Pallière, qui était donc un journaliste, écrivain d'origine catholique, mais extrêmement proche du judaïsme, qui est un des fondateurs de Foi et Réveil, cette revue dans laquelle elle a publié ses premiers contes juifs des Polonais entre 1918 et 1924. Et donc, ils partent ensemble jusqu'à Avignon, et puis elle continue pour Nice. Et la vie à Paris, en fait, justement, le contexte du Paris occupé. Voilà, alors déjà dans le Paris occupé, elle raconte ses premières files d'attente à la préfecture pour avoir une autorisation de séjour, etc. Mais là, elle ne sent pas encore... bon, d'abord, elle a ses papiers sans aucune difficulté, et j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore totalement consciente de l'imminence de la menace. Elle partage sans doute un sentiment avec une large portion de la population française, et elle n'a pas non plus toujours le sens très politique. Elle n'a pas, semble-t-il, vu les répercussions que pourrait avoir l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933 quand elle était à Berlin. Et en 1939, elle ne semble pas non plus tout à fait avoir conscience de l'imminence du danger. Donc elle voyage un peu, elle va voir les bouquinistes le long de la Seine, elle rêve déjà de refonder une librairie, peut-être une librairie polonaise à Paris. Voilà, donc elle passe beaucoup de temps à écrire et quand elle n'est pas prise par ses démarches administratives. Voilà. Et le voyage ensuite vers le sud, donc le 11 novembre 42, occupation de la zone sud, si je ne me trompe pas, et elle part à Avignon. Ou c'était... Non, en fait, elle est à Avignon juste à l'été. Enfin, elle y arrive en mai 1940, au moment de l'Exode. Elle y reste quelques semaines. Elle part brièvement à Vichy au moment de l'arrivée des troupes allemandes à Vichy. Et elle y retrouve aussi de la famille. Et puis, elle va à Nice. Donc, elle est d'abord, enfin, on va dire dans la zone sud, qu'on appelle parfois peut-être malencontreusement la zone libre. Et Vichy prend des mesures antisémites, et le préfet des Alpes-Maritimes est un maréchaliste convaincu et prend des mesures répressives à l'égard des Juifs. Donc elle est contrainte régulièrement de se rendre à la préfecture de police, de s'inscrire. Elle se déclare lors du statut des Juifs de juin 41. Là, elle se déclare comme juive. Auparavant, dans les documents de Vichy, elle avait toujours marqué qu'elle était catholique. Là, pour la première fois, elle dit être juive. Et elle sent monter le danger. Elle sent monter le danger avant même que la zone sud soit occupée par les Allemands en novembre 1942. Et cette rafle, dans toute la zone sud, cette rafle du 26 août est organisée par Vichy. Voilà, et ce sont des soldats, des gendarmes et des policiers de Vichy qui viennent rafler les Juifs dans les hôtels, dans leurs maisons, et c'est à cela qu'elle échappe. Et donc, dans son autobiographie « Rien n'opposait sa tête », elle met d'abord en accusation la France de Vichy.
avant même de dénoncer l'Allemagne nazie, ce que le censeur suisse, puisqu'elle est comme étrangère, elle est soumise à la censure en Suisse, le censeur le remarque très clairement. L'accusé, dans son ouvrage, c'est la France de Vichy. Et sa dénonciation, c'est la trahison de la France de Vichy. Alors qu'à un moment donné, vous le dites dans le livre, la zone autour de Nice est occupée par les Italiens dans un premier temps. Et donc, c'est un peu un refuge. Alors, pendant un certain temps. Pardon, tout à l'heure j'ai été un petit peu vite. Effectivement, à partir de novembre, ce sont les Italiens qui occupent Nice. Et pour les Juifs qui se retrouvent dans cette zone, c'est un petit peu... c'est un peu le refuge, parce que les Italiens ne vont pas appliquer, les Italiens qui veulent marquer leur distance à l'égard de Vichy, qui veulent marquer leur distance à l'égard des Allemands, n'appliquent pas cette législation. Et ils contraignent le préfet de Vichy à revenir sur un certain nombre de résolutions. Mais Frenkel a eu peur. Elle a eu terriblement peur depuis la grande rafle à laquelle elle a échappé. Et elle n'a plus qu'une idée en tête, c'est quitter la France et partir en Suisse, retrouver donc son cousin et la famille Wechsler. Donc pour elle, l'arrivée des Italiens n'est pas du tout un répit. Elle ne le ressent pas du tout comme tel. Et elle veut partir. Dès la rafle, elle veut partir. Alors donc cette page peut-être centrale du livre sur la rafle à laquelle elle échappe. Voilà, donc elle était, sa chance, c'est que ce matin-là, elle est partie de très bonne heure au marché, faire ses courses, et quand elle est en route pour revenir à son hôtel, un de ses voisins de chambre lui fait des signes étranges par la fenêtre, et donc elle s'approche extrêmement prudemment de l'entrée de son hôtel. Je la cite, son autobiographie. « Arrivée à l'avenue, je tombais sur un attroupement. Plusieurs autocars stationnés, entourés de nombreux policiers. Puis arrivèrent des gendarmes poussant devant eux ou tenant par le bras des hommes, des femmes et des enfants. « Que se passe-t-il » demandai-je à un camionneur. « On ramasse les Juifs » répondirent plusieurs voix à la fois. « Voilà qu'on fait la chasse à l'homme maintenant » remarqua un ouvrier d'un ton réprobateur. Une foule s'amassait autour des autocars. Traversant l'avenue, je me dirigeais machinalement vers la mer. Je m'assis sur un banc, déposant mes paniers à mes pieds. Devant moi s'étendait la Méditerranée. Derrière, il n'y avait plus d'issue. Je demeurais là, longtemps, essayant de rassembler mes idées. La route côtière était déserte. Au bout d'un moment, un groupe d'agents cyclistes arriva dans ma direction. J'attendis qu'ils fussent passés et je revins ensuite vers l'avenue. Les autocars y stationnaient encore et on y amenait toujours les gens par groupes de 2, 3, de 4 et de 5. Ils portaient des valises ou tout simplement des paquets. Les gendarmes les poussaient dans les voitures. 2 autocars bondés démarrèrent. 2 autres, vides, les remplacèrent aussitôt. Une seconde, la tentation me vint de courir vers ce rassemblement et de crier « Emmenez-moi, je suis des leurs ». Un sentiment de joie intense m'envahit à cette pensée de solidarité et d'immolation. Mais la logique froide prit le dessus. À qui ce sacrifice servirait-il ? Que pourrait-il changer ? À quoi bon ? L'instinct de conservation m'avait subjugué. Voilà. Et donc, à partir de là, elle reprend son errance dans Nice et elle arrive chez un couple de coiffeurs. Elle connaît la femme, des longues files d'attente pour le ravitaillement. Et ce couple de coiffeurs la sauve, lui offre l'hospitalité, la cache dans le salon, puis va l'aider à trouver d'autres caches à Nice et dans la région immédiate de Nice. Ce sont eux qui vont la mettre aussi après en relation avec un réseau de passeurs pour regagner Annecy. Et là, elle prendra des contacts pour tenter de passer la frontière. La citation que vous venez de lire, est-ce qu'elle se termine pas ? J'ai peut-être mauvais souvenir. Alors, elle se continue évidemment assez longuement. Où elle dit que justement, elle reste marquée. Je ne vais pas la retrouver là. Elle reste marquée justement
Toute sa vie. Un sentiment qui explique aussi le silence, justement, envers sa famille. En fait, elle s'exprime dans le livre, mais elle n'en parle pas. C'est ça qui est surprenant. Elle n'en parle pas, mais elle va l'écrire. Oui. Ça, elle va écrire son autobiographie. Et effectivement, dans la correspondance, je n'ai pas retrouvé... Elle ne revient pas sur la Grande Rafle et sur l'arrestation. Et il y a un seul texte littéraire, Le Salut miraculeux, où elle évoque une scène d'arrestation. Un personnage d'Anna parti faire des courses qui rentre et dont toute la famille est arrêtée. Et évidemment, cette nouvelle a un caractère autobiographique aussi. Je lis juste la phrase là. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être juste entendu. Donc la phrase, vous avez dit, l'instinct de conservation m'avait subjugué. Et ensuite la phrase, l'amertume de cette vérité me pèse aujourd'hui et me pèsera jusqu'à la fin de mes jours. Oui, je crois que elle est dans peut-être dans le syndrome du survivant, elle est tenaillée par le remords d'avoir survécu quand ses amis ont été arrêtés, et elle va devoir vivre avec cela, et elle va surmonter ce traumatisme sans doute, enfin je ne sais pas si elle arrive à le surmonter, mais elle va tenter d'écrire, et en se disant que sa mission désormais est de témoigner. Et l'écriture restera sa seule compagne à partir de là, de ce traumatisme et de cette scène qui la hantera jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, elle a le sentiment donc quand même d'avoir survécu à cela, mais l'autre traumatisme sera évidemment après la guerre, quand elle va apprendre progressivement, avec beaucoup d'incertitudes, que toute sa famille restée en Pologne a été exterminée. Dont son mari. Alors son mari, lui, ils s'étaient séparés, ils avaient divorcé, il est rentré à Paris en 1933 et il a vécu donc à Paris, et il a été arrêté lors de la rafle du Veldiv, donc interné à Drancy, puis direction Auschwitz, où il est mort. Donc on sait qu'il est rentré dans le camp, il est mort en août 1942 à Auschwitz. Mais ce sera terrible parce qu'elle a, après la guerre, encore l'espoir que Simon ait pu survivre, et elle exprime dans une lettre, encore au début des années 60, l'espoir qu'il ait réussi à survivre, mais voilà, il ne revient pas, et elle apprend petit à petit quel a été le sort des Juifs en France, mais elle n'a jamais la certitude, je ne suis pas sûre qu'elle ait jamais appris de son vivant qu'il est mort à Auschwitz. Drancy, elle le sait. Auschwitz, je suis moins sûre. Et ensuite, il y a 3 tentatives de traverser la frontière suisse. La première se termine en prison, mais elle est libérée assez rapidement. La deuxième, ça se passe... La deuxième, voilà, il semble qu'elle ait renoncé d'elle-même. Et la troisième est la bonne. Et la troisième est la bonne. Et là, justement, je vais vous passer le livre. C'était page 291. Oui, c'est donc les dernières pages, les 2 dernières pages du livre que je vais vous lire. Là aussi, qui témoigne. On a parlé. Elle parlera beaucoup des Français qui aident, des Français qui n'aident pas. La zone de passage vers la Suisse en Savoie est une zone tourmentée par ces questions-là. Plusieurs fois, elle se fera rouler par des passeurs et d'autres fois aider. Donc, elle est dans cette situation d'incertitude, de grande douleur et de souffrance, dont témoigne assez bien la photo qu'on a repris sur la biographie. C'est une femme qui est dans une situation extrêmement fragile, qui a été arrêtée plusieurs fois, qui ne sait pas du tout si ce à quoi elle a réchappé dans cette rafle dont on a parlé va pas lui arriver une nouvelle fois. Vous allez voir toute la violence qui la cerne dans cette scène, toutes les forces de l'ellipse. Le livre
vous allez voir, se finit dans une espèce de mouvement. Il est d'ailleurs entrecoupé de petits points qui montrent combien sa vie désormais est incertaine. Donc on est là, pas loin de la frontière suisse. Sur le bord de la route, un paysan était en train de couper de l'herbe. « Beau temps !» lui dis-je en déposant mon baluchon à mes pieds et en m'épongeant le front. « Bah oui, il fait beau temps, répondit-il. Dites, mon ami, le portillon est ouvert ?» Donc c'était un portillon qu'on lui avait indiqué qui permettait de passer en Suisse. Lui soufflai-je à brûle-pourpoint. Sans interrompre son travail, il s'éloigna et revint tranquillement. « Il est ouvert. Mais il a plu ces temps-ci et il a l'air de se coincer, fit-il sans lever la tête. Que faire, songeai-je, et je sentais monter en moi la panique. Irais-je ? Je le demandais au paysan, cherchant un encouragement suprême. Allez-y, mais faites vite, courage ! Et continuant sa besogne, il s'écarta de nouveau de quelques pas. Maintenant ou jamais, me cria une voix, celle de toute ma volonté tendue à l'extrême, et je me précipitais. Le portillon coinçait bel et bien. Je le secouais de toutes mes forces, instinctivement, un regard furtif vers la sentinelle. Un soldat italien accourait dans ma direction. Alors, sans réfléchir, dans un éclat de fièvre, j'enjambais gauchement l'obstacle et je me jetais de l'autre côté. Dans ma chute, les fils de fer barbelés s'accrochèrent à mes vêtements. Je tombai sur le sol. Presque aussitôt, un coup de feu retentit. La grande ligne de points. On est de l'autre côté. De nouveau, un soldat arrivait vers moi, en courant, lui aussi, fusil en main. Par terre, étourdi, je l'attendais avec résignation. « Levez-vous, madame, vous n'êtes pas blessée. J'ai vu l'Italien tirer en l'air », fit en français le soldat en me mettant à me mettre sur pied. « Où suis-je ?»« Mais voyons, vous êtes en Suisse, à ce qui me paraît. » Alors seulement, je compris, et je fus saisi d'une émotion qui me submergea. Joie, espoir, immense soulagement. J'étais en Suisse. J'étais sauvé. J'avançais tout en étanchant le sang qui coulait abondamment de mes jambes et de mes mains. J'essayais en même temps de mettre un peu d'ordre dans mes vêtements déchirés. Subitement, ma tension céda. Je pleurais. Doucement, mes larmes si longtemps retenues commencèrent à couler. Ce fut comme une source chaude qui inondait mon visage. J'avalais cette eau amère et mes pleurs m'allégeaient d'un poids écrasant. Discrètement, le soldat suisse marchait devant moi, portant le lamentable baluchon, compagnon de mes fuites successives, qui contenaient tout ce que j'avais emporté de France, hormis un cœur désolé et fatigué à mort. Et là, elle précise, le manuscrit se finit par un « fin ». Avec cette fragilité, cette certitude absolument permanente, ce bouger, cette fragmentation comme ça, tellement délicate et belle. Là, vous avez déjà dit quelques mots, justement, je voulais enchaîner parce que vous l'avez lu aussi sous l'aspect des qualités littéraires de ce livre. Tout à l'heure, je vous ai lu un extrait que vous avez cité, Corinne de France, dans votre livre, un commentaire sur les qualités littéraires qui ont déjà été reconnues en 1945 par un conseiller littéraire qui souligne la qualité des descriptions et la sobriété du récit qui en font sa force. Pas d'indignation moralisatrice, pas de scène de violence effroyable, pas d'expérience extrême, mais la persécution ordinaire contrebalancée par les gestes courageux des Français anonymes et solidaires. Qu'est-ce qui vous a séduit littérairement dans ce texte, ou dans ce texte et les autres textes que vous avez édités depuis ?
Je l'ai dit tout à l'heure, hein, cette simplicité du regard, on l'entend là, ces détails quotidiens, on entend la voix du type qui, on ne sait pas très bien s'il se moque d'elle ou si au contraire il l'encourage. Il y a vraiment toujours cette capacité de capter les choses. Là, vous citiez une des rares critiques qu'il y a eu pour le livre à l'époque de sa sortie. Ce qui a été vraiment très, très impressionnant, ça a été l'avalanche d'articles parus en France au moment de la sortie de Rien poser sa tête, où elle a connu une reconnaissance littéraire, elle qui a... Ce qu'on disait, elle a voulu être libraire, mais elle a surtout voulu écrire toute sa vie. Et elle a écrit aussi cette immense correspondance avec la famille Wexler. Il y a des lettres aussi à un ami de déportation, enfin des camps suisses qui sont merveilleuses. Toute sa vie, elle a voulu écrire. Toute sa vie, elle a mis en œuvre une langue pour restituer les choses. Et donc, il y a eu ces innombrables articles en France au moment de la réception. Et ce que vous disiez aussi, aujourd'hui, plus de 15 pays en Europe et ailleurs qui ont traduit Rien poser sa tête. Si Rien poser sa tête a été très très bien, a connu un très grand succès en France, en Espagne, il y a eu aussi également plusieurs rééditions de ce livre. Donc l'émotion que procure ce texte, elle est, je crois, tout à fait unique parce que l'écriture sert à transmettre l'expérience, à partager quelque chose. Et elle, malgré les langues successives, les vocabulaires appris, elle retransmet quelque chose. Je crois qu'elle est la seule à être capable de faire. Je connais peu de témoignages comparables. Et on arrive à la troisième partie, qui est la vôtre. Oui, c'est-à-dire après 45. À partir du moment où elle met le pied en Suisse, son autobiographie s'arrête, voilà, donc on n'a plus cette source-là, et pour avoir survécu, donc ce manuscrit n'a pas encore été retrouvé, donc il faut travailler avec d'autres sources. Elles sont très nombreuses, heureusement. Elle demande la naturalisation française, donc il y a un dossier aux archives nationales, il y a cette correspondance extraordinaire avec la famille Wexler qui couvre les années 1950-1970, il y a le dossier de réparation auprès de la République fédérale d'Allemagne qui est à Berlin. Il y a évidemment ces textes qui sont rassemblés dans Zone de la douleur, qui sont aussi une source fabuleuse. Donc, on peut écrire la suite et les archives suisses, évidemment, pour la période 1943-1945, la période des 3 camps à Genève, et puis de son installation sur les bords du lac des 4 cantons, où enfin elle est sortie des camps, enfin elle est en sécurité et elle se met à l'écriture de son autobiographie. Voilà, donc ça c'était la période de l'exil suisse, qui est finalement le deuxième exil, et celui où elle devient véritablement écrivaine. Alors, il y a quelque chose qui m'a énormément émue. Dans les formulaires de la France de Vichy, non seulement on demande la confession, mais on demande la profession. Et comme une femme étrangère juive n'avait pas le droit de travailler, elle met néant ou sans profession. Jusqu'au moment de son arrestation. Et dans le procès-verbal d'arrestation, quand on lui demande de remplir sa profession, elle écrit « femme de lettres ». Comme si dans l'adversité, au moment où elle peut penser avoir tout perdu, elle se donne ce défi, femme de lettres, elle s'affirme, et une fois qu'elle est en sécurité en Suisse, évidemment, elle relève le défi et elle se met à l'écriture de son autobiographie. Voilà. Donc, elle avait déjà écrit des petits textes, mais là, elle écrit un texte majeur, un témoignage majeur, un témoignage qui est aussi pour moi, donc c'est l'un des premiers, je crois que Thomas l'a dit tout à l'heure, un des premiers sur la persécution. Il est aussi un témoignage rare parce que finalement,
on a peu entendu le témoignage des survivants dans la France d'après-guerre. On avait envie de tourner la page et de passer à autre chose. Mais si on en a écouté quelques-uns, c'est ceux qui sont revenus des camps de concentration. Or, elle a échappé à la déportation. Mais elle est peut-être la première à rapporter, à témoigner d'une rafle à laquelle elle assiste au premier rang et dont elle était censée être la victime. Voilà. Donc c'est aussi pour moi l'originalité de ces témoignages. Et les années suisses, c'est les années de l'écriture. C'est les années où elle devient écrivaine, avant de rentrer ensuite à Nice après 1945, où elle va continuer d'écrire. Donc la suite de l'autobiographie, et puis des textes divers, des nouvelles, des poèmes, des cris de douleur en apprenant le sort qui a été celui de sa famille exterminée, rassemblés dans la dernière partie de Zone de la douleur. Ces textes, ces poèmes, ces contes qu'elle ne cherche jamais à éditer. Je ne lui connais pas de nouveaux contacts avec des éditeurs après 1956. Voilà. Donc elle écrit pour elle. Je pense, à partir du milieu des années 50. Je pense que c'est une façon pour elle de rester en vie que d'écrire. On ne s'est pas concerté tout à l'heure. Là, maintenant, il est 21h. On a encore un peu de temps. On a du temps. Il y avait un dernier aspect que j'aurais voulu aborder, puisque vous avez travaillé sur le panorama dans lequel s'inscrit cet exil de l'écrivain. La situation, justement, des intellectuels réfugiés en exil sur la Côte d'Azur. Moi, quand j'ai lu le texte, ça m'a fait penser un peu à Nasegas Transit, et puis tout le groupe. On a, il y a quelques années, redécouvert Varian Fry et Saint-Nazaire-sur-Mer. Pardon? Albert Drach. Kennt man diesen Namen? Ich kenne ihn nicht. Sentimentale Reise. Albert Drach, ein Österreicher, der auch in Lemville und in Nizza war. Ein früher Bericht. Albert Drach. Albert Drach. Ja. Drach. Gelesen habe ich ihn nicht, aber der Name sagt mir was. Est-ce que, alors, dans quel contexte est-ce qu'on peut situer, mais si on a encore un peu de temps, peut-être qu'on peut encore s'arrêter un instant, en fait, sur cette troisième partie de sa vie, en la mettant dans le contexte, en fait, français. C'est des époques différentes, donc, mais... Oui, elle revient curieusement à Nice, qui est une ville en France où elle n'a pas de famille, où elle est venue s'installer pour la première fois donc en octobre 1940, où elle a passé 2 ans. Mais de façon peut-être assez étonnante, c'est là qu'elle décide de revenir à l'été 1945, pas à Paris. Et elle cherche un lieu pour poser sa tête, et elle dit dans la correspondance qu'elle n'a pas la force de venir s'installer à Paris. Paris, c'est le lieu sans doute où elle a passé des années heureuses avec son mari Simon Reichenstein, donc elle n'a pas le courage de revenir à Paris, dit-elle, et elle préfère retourner à Nice. Sans doute ce couple de coiffeurs qui l'a sauvé et qui mériterait sans doute d'être reconnu comme juste parmi les nations, lui sert de famille d'accueil, et elle restera en relation étroite avec eux. Et donc elle appelle les Marius, en fait, elle s'appelle Auguste et Françoise Magia, et Auguste Magia sera celui qui s'occupera d'elle jusque dans ses dernières années, quand elle est très âgée et malade, et écrira directement à la famille Wexler pour savoir comment au mieux prendre soin de Françoise Frenkel. Et donc je pense qu'il y a le souvenir d'avoir survécu, et puis cette famille d'accueil. Mais au fil du temps, elle
Elle trouve toujours la ville très belle, la mer qui la console beaucoup. Elle a un tout petit appartement, mais elle a un balcon avec vue sur la mer et sans cesse, elle fait référence à la mer qui est omniprésente dans ses textes, dans ses récits et qui est sa consolation. Mais malgré ce cadre idyllique, c'est la solitude qui va l'emporter, c'est la douleur. Elle est finalement emprisonnée dans Piotr Trybunalski. Et c'est aussi les différends avec son cousin Lazar Wexler sont des différends peut-être assez caractéristiques de familles de survivants. Frenkel est resté emprisonné dans la douleur, dans le souvenir de Piotr Trybunalski, alors que les autres survivants qui se retrouvent aussi dans ces rencontres familiales, eux veulent, je dirais, dans un sens, profiter de la vie. Ils ont des enfants, ils n'ont pas oublié, mais ils veulent aussi profiter de la vie. Et elle ne supporte pas cela. Elle reste enfermée dans ce souvenir de Piotr Kouf. Si on ne parle pas des ancêtres ou des aïeux, ou de son père en particulier, comme elle le souhaite, tout de suite, elle se met en colère. Enfin, on sent qu'elle est écorchée vive. Oui, c'est l'irritabilité dont parlait Rita Wexler. Donc, le soleil de Nice ne suffit pas. Si vous pouvez me passer le zone de la douleur. Donc, vous avez compris qu'il y a Rien opposé sa tête, de texte qu'on découvre, et puis, en même temps que la biographie qu'a écrit, la remarquable biographie de Corinne, on a publié donc ce livre. Zone de la douleur recueille tous les textes que Peter Wexler a bien voulu nous confier et qui se trouvaient dans un carton depuis des dizaines d'années, depuis la mort de Françoise Frankel, et qui ont été recueillis par son père. Ce livre est très important parce que il recueille bien sûr les textes écrits avant-guerre, avant Rien opposé sa tête, mais ceux aussi après, et qui témoignent de ce que vient de dire Corinne, c'est-à-dire un état très particulier de regard, de vie, cet état de survivante où elle écrit des poèmes, des nouvelles, des textes extrêmement fragmentés qui témoignent de la perte des siens, qui témoignent de cette vie faite de rien. La particularité de ces textes, c'est qu'ils ont été écrits pour certains en français et pour d'autres en allemand. Je me permets de le souligner puisque ce livre a publié des textes, est entièrement en français, mais il publie des textes qui ont été traduits de l'allemand. Ils ont été traduits de l'allemand. Quelqu'un qui je voudrais rendre hommage ce soir, qui est Olivier Lelay. Et Olivier Lelay, aujourd'hui, c'est un des plus grands traducteurs de l'allemand en français, qui a particulièrement célèbre pour sa traduction de Berlin Alexanderplatz, et qui est entré avec une passion dans la langue de Françoise Frankel, qui a relu Rien opposé sa tête avec énormément d'attention, et qui a proposé la traduction au sens le plus noble du terme, une langue en français qui restitue avec une immense finesse les pensées et le regard de Françoise Frankel. Donc on a affaire avec ce livre, un livre très particulier où va se fondre le texte et le texte traduit. Donc ce jeu entre les langues pour dire ce qu'était cet état de vie dans lequel était Françoise Frankel après la guerre. Donc voilà, si vous voulez faire un chemin absolument complet dans cette histoire, il faut rassembler ces trois livres, et il fallait ce soir rencontrer Peter Wexler et entendre Corinne. C'est vraiment très 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 merveilleux et émouvant que cette soirée permette de recomposer, je trouve, un morceau du temps. Eine Frage noch. Damit sich das Treffen amortisiert für mich, sage ich jetzt etwas ironisch. Ich habe gestern noch einmal das deutsche Manuskript gelesen und mir ist aufgefallen, wie sicher den anderen auch, warum wird Simon Reichenstein mit keinem einzigen Wort erwähnt. Also das müsste ich aus der Familienchronik wissen, aber andere wissen vielleicht mehr. Corinne?
Also sie spricht manchmal 3-mal von wir. Wir haben die Buchhandlung begründet, wir gingen weg. Also da kommt ein wir vor. Aber wer damit gemeint ist, weiß ich eigentlich nicht so genau. Oui, en effet, ça c'est tout à fait extraordinaire. Dans Rien nous poser sa tête, Françoise Frenkel ne mentionne pas la présence de son cousin et époux Simon Reichenstein à ses côtés, cofondateur de la librairie, et qu'il a quand même... Pardon ? Nicht einmal den Namen. Non, elle ne mentionne pas son nom, pas une seule fois. Et alors même que dans Rien nous poser sa tête, elle écrit un avant-propos, il est devoir des survivants de rendre témoignage afin que les morts ne soient pas oubliés ni méconnus les obscurs dévouements. Puissent ces pages inspirer une pensée pieuse pour ceux qui se sont tués à jamais, épuisés en route ou assassinés. Bon, évidemment, on reste perplexe. Elle écrit cela et elle passe sous silence. Elle efface de sa vie celui qui a été son mari. Quand elle écrit cela, fin 1944, il est très vraisemblable qu'elle ignore que Simon Reichenstein ait été assassiné. Mais elle sait d'expérience ce qu'a été la persécution des Juifs. Donc elle peut avoir quand même le sentiment qu'il a eu un sort extrêmement difficile, que peut-être il est mort. Et c'est absolument troublant qu'il soit ainsi effacé totalement de son récit. Moi, j'ai pensé dans un premier temps, avant de lire la correspondance, j'ai pensé qu'il y avait eu un drame intime, personnel, une séparation extraordinairement douloureuse et qu'elle n'avait plus la force ou le désir de mentionner donc son ancien conjoint. À la lecture de la correspondance, ou après la lecture de cette correspondance, j'ai eu une autre réflexion sur la question. Françoise Frenkel a été extrêmement liée à Simon Reichenstein, et d'après ce que dit Frenkel, qui est la seule source, donc il faut être quand même toujours prudent, Simon Reichenstein a toujours été extrêmement déprimé. Elle dit dans le langage de l'époque qu'il était neurasthénique. Et la vie à ses côtés a été de plus en plus difficile. Ils sont partis à Berlin, sans doute aussi pour échapper aux difficultés de la vie à Paris, pour lui donner un nouvel élan qu'il n'a pas trouvé à Berlin. La vie ensemble est devenue intenable, et je pense, pour sa propre survie, Frenkel a décidé de se séparer de Simon Reichenstein, qui est reparti à Paris. Ils se sont vus à chaque fois qu'il est rentré à Paris. Il semble que c'était toujours très très douloureux, et moi je pense que Françoise Frenkel n'est pas arrivée à surmonter la difficulté de cette relation, mais qui était restée très passionnelle, très très forte, et voilà, je pense que cette dépression de Simon Reichenstein a pesé très lourdement sur ce couple, et qu'elle se sent d'autant plus responsable quand elle, dans une lettre à Lie Wexler, donc la grand-mère de Peter Wexler, elle confie au début des années 60 que si elle l'avait retrouvé à Paris en 1940, elle est sûre qu'elle aurait eu la force de l'emmener avec elle jusqu'à Nice, et qu'elle aurait eu la force de lui faire passer la frontière, et que sans doute il aurait survécu. Voilà, donc elle se reproche amèrement dans la suite de sa vie de ne pas avoir sauvé Simon Reichenstein. Donc c'est une affaire vraiment tout à fait tragique. Il y a une autre piste aussi, tout simplement. Le livre étant publié avant la fin de la guerre, on peut aussi se poser la question elle ne sachant pas au moment où elle est en Suisse et où elle est, si elle veut pas le protéger en ne parlant pas de lui. Elle aurait pu dire mon mari, sans donner de nom. Oui, je sais pas. En tout cas, la disparition de Simon Reichenstein du livre est quelque chose qui a été relevé par beaucoup de gens. Patrick Modiano en premier dans sa préface, il y a quelque chose d'extrêmement mystérieux. C'est un livre
ne l'oublions pas, on parle de la biographie, il y a ce livre, il y a tout ce travail de passage d'une zone de la douleur à une autre. C'est ça qui est très mystérieux et très passionnant et très fort. Il y a de l'ombre et il y a de la lumière. C'est ça qui le rend toujours aussi vivant. J'ai un grand regret, si je peux encore dire ça. J'ai cherché, je n'ai jamais trouvé la moindre photo de Simon Reichenstein. Il n'y en a pas non plus, je crois que Peter Wexler n'en connaît pas. Et je n'en ai trouvé nulle part, même pas dans les documents administratifs. Voilà, donc Simon Reichenstein reste lui vraiment un inconnu. On n'a pas de visage à mettre sur ce nom et on sait finalement très très peu de choses de sa vie. L'inconnu derrière l'inconnu, c'est... Oui, voilà. tout à fait. Alors peut-être que la question de Peter Wexler, c'était le moment pour ouvrir un peu la séquence questions. Je sais que l'Institut historique allemand est là au grand complet. Donc peut-être qu'il y a des questions. Monsieur au fond. Vous aviez dit à un moment que il y a deux versions, c'est le livre où rien où mettre la tête. Et il y a une version allemande et une version française. Est-ce qu'on sait pourquoi il y en a deux? Ça, c'est une question. Et l'autre question, c'est que est-ce que la version allemande, elle est publiée, elle est accessible? Et la troisième question, dans quelle langue c'était traduit, ce livre où rien où mettre la tête? Alors, on n'a pas tout à fait les réponses. Le livre a été publié en livre en 1945 en français. Il n'y a pas eu d'édition en 1945 allemande. Ce qu'on a retrouvé ce qu'a retrouvé Peter Wexler, c'est un tapuscrit en allemand. Quand on voit à peu près les différents... Voilà. Donc, ce qu'on voit dans les correspondances qu'il y a à ce moment-là, elle a cherché des éditeurs et très probablement, elle a cherché à le publier aussi bien en allemand qu'en français. Donc, est-ce qu'elle a écrit le texte d'abord en français, puis en allemand? C'est ce qui nous semble le plus probable. Voilà, c'est certain. Parallel Französisch und gleichzeitig auf Deutsch. Voilà. Wahrscheinlich ein deutsches Publikum zu erreichen. Voilà. Donc, deutschsprachiges Publikum. Voilà. Donc, ça, c'est pour 45. Après, en France, on a fait paraître le livre en français et il a été traduit en allemand parce que c'était à peu près au moment où Peter Wexler a fait part de la découverte du manuscrit. Donc, il y a une édition allemande, mais qui n'est pas l'édition exactement du tapuscrit, puisque c'est une traduction et qui a été faite par une très très bonne traductrice aussi que je salue. Je crois que c'est chez Surkamp, mais je suis pas sûr. Hansa. Vous devez pouvoir la trouver et c'est un livre qui a eu beaucoup de succès aussi. Voilà pour les différentes versions de ce texte et la volonté absolument déterminée de faire entendre cette histoire de Françoise Frankel. Et on a donc après-guerre à nouveau des textes en allemand, en français, en allemand, en français. En anglais, il y a une traduction, mais qui a été faite en 2015, mais en tout cas pas par Françoise Frankel. Voilà. Ça fait que l'allemand et le français autour de 44-45. Oui. Ce qui est très étrange, c'est que le tapuscrit de Frankel en français
Rien nous poser sa tête, est envoyé au service de la censure suisse par un éditeur très connu qui s'appelle Emil Oprecht, qui dirige le Europa Verlag et qu'on appelle souvent l'éditeur des exilés ou l'éditeur des émigrés allemands en Suisse. Et il l'envoie avec une lettre d'accompagnement en allemand, et le censeur qui fait ce compte-rendu pour la censure et qui va donner un avis favorable sans aucune modification à la publication du texte fait son rapport en allemand. Mais le texte qui est envoyé, alors on n'a pas le texte dans le dossier, mais la lettre précise, donc en allemand, on vous envoie le texte. Rien nous poser sa tête. Donc, on est pratiquement sûr que c'est la version française qui a été envoyée, c'est elle qui est éditée. Moi, je pense, parce qu'elle s'est d'abord adressée à Emil Oprecht, qui était vraisemblablement aussi en relation avec la famille Wechsler, mais certainement Emil Oprecht a lu ce texte qui concerne la France, qui concerne la persécution en France, qui concerne d'abord la librairie française à Berlin, mais surtout après les 2/3 du livre, la persécution en France, et il doit se dire, ça intéressera surtout un public français. Et moi, je pense que c'est Emil Oprecht qui lui dit peut-être que ma maison d'édition, le Europa Verlag, c'est pas finalement le meilleur destinataire. Allez plutôt voir chez G. Hébert à Genève, en français, une maison d'édition à Genève pour une publication en français, parce que finalement, c'est un témoignage sur la France pendant la guerre et c'est peut-être ce public-là qui est ciblé en premier. Ça, c'est mon explication. Mais effectivement, vraisemblablement, elle a écrit en même temps, en tout cas dans les deux textes, c'est marqué Lac des 4 cantons 1943-1944. Peut-être dans l'espoir de pouvoir l'éditer dans les 2 langues ou en espérant augmenter ses chances d'être édité si elle avait les 2 manuscrits. Voilà, donc le tapuscrit en allemand est encore un secret qui dort dans le fonds privé Françoise Frenkel à Vienne, chez Peter Wechsler. Ça m'inspire une question, mais peut-être qu'il y en a dans la salle. Alors, est-ce qu'il y a encore des secrets dans le... Pardon, oui ? Je voulais savoir de quelle nationalité était-elle au moment où elle arrive, enfin, dans toute sa vie. D'ailleurs, à la fin, elle devient française, je pense, mais avant, quand elle est en 1939 en France, elle est polonaise ou elle est... Alors, elle est née dans l'Empire tsariste. Elle est donc ressortissante de l'Empire tsariste jusqu'en novembre 1918. Et là, elle devient polonaise à partir de la refondation de la République de Pologne. Elle devient polonaise, mais depuis Paris, alors qu'elle aspirait à l'indépendance de la Pologne, qu'elle écrit cela dans ses premiers textes. Elle s'en réjouit beaucoup, mais depuis Paris. Elle rentre épisodiquement pour voir sa famille, mais elle n'a pas l'intention de s'établir en Pologne. Mais elle est très fière de sa nationalité polonaise. Dans ses premiers écrits publiés dans Foi et Réveil, elle est présentée comme une Polonaise de culture française par l'éditeur de la revue. Et elle reste avec sa nationalité polonaise jusqu'à sa naturalisation en 1950. Voilà, donc c'est et cette identité juive en plus, donc c'est une circulation comme ça, une pérégrination entre diverses identités. Elle voue une haine profonde à l'Empire tsariste et elle a aspiré à être polonaise, et puis elle est déçue dans ce désir de polonité à partir des pogroms perpétrés en Pologne et de l'antisémitisme qui s'y développe, et de cette impossible synthèse judéo-polonaise à laquelle elle a aspiré. Et à ce moment-là, je dirais, sa patrie, avant même d'être naturalisée française, sa patrie littéraire, sa patrie d'émotion, c'est la France. Voilà. Et enfin, en 1950, surtout que là, elle a compris véritablement, après la Deuxième Guerre mondiale, la valeur des papiers et de l'état civil, et elle entreprend immédiatement à la fin de la guerre des démarches pour être naturalisée, ce qu'elle n'avait jamais fait lors de son premier long séjour en France. Elle n'en avait pas ressenti la nécessité à ce moment-là.
Mais après l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale, les choses changent. Elle veut un état civil, elle veut être française et elle choisit à l'état civil ce prénom qu'elle a déjà pris comme prénom de plume, Françoise. Elle qui est née un 14 juillet 1889 à Piotrków. Voilà, 1889, le jour le centenaire de la Révolution à Piotrków Trybunalski. Et la France ne lui donne pas la naturalisation très facilement. Les fonctionnaires zélés de Vichy avaient laissé des traces et il y a des dossiers assez ignobles qui disent qu'ils ne voient pas trop l'intérêt de la naturalisation de cette dame qui est tout à fait inutile à la France. Voilà, économiquement inutile, elle a, à ce moment-là, en 1950, eh bien, elle a 61 ans, si je me trompe pas. L'histoire est douloureuse. Oui. Hein, et elle n'a pas d'enfant. Et alors, il y a quand même une histoire extraordinaire autour de la naturalisation dans sa lettre de motivation. Elle écrit, j'étais au service de la pensée française en Allemagne et j'ai écrit un livre sur la résistance française. Voilà. Et donc, son autobiographie, elle s'en sert de façon très astucieuse. Là, elle est très politique à ce moment-là. Elle s'en sert comme arme, comme atout pour obtenir la naturalisation. Et le fonctionnaire de police note, sans l'avoir lu, bien sûr, elle a écrit un livre sur la résistance française. Voilà. Mais dans un premier temps, il y a un avis négatif de la préfecture de police de Nice. Et puis, finalement, les choses s'arrangent et en 1950, elle reçoit le sésame. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ouais. Je vous en prie. Non, Félix, le micro arrive. Vous avez mentionné que c'est le regard d'une femme qu'elle porte après 40 sur la France. En quoi consiste le féminin de ce regard? Cette veine féministe, on la sent dans son engagement pour l'émancipation des femmes juives dans le shtetl, dans le fait qu'elle suit des études à l'université des femmes à Leipzig, dans le fait qu'elle veuille un métier, elle veut être libraire et puis après elle veut être écrivaine, elle se dit femme de lettres. Donc on voit qu'il y a cette affirmation constante chez elle et elle est certainement totalement, reconnaissante à la famille Wexler de la soutenir, mais elle est évidemment, elle est très blessée pour une femme qui a été indépendante, qui a gagné sa vie, qui a été financièrement totalement autonome, d'être dans la dépendance financière de la famille pour elle, qui avait fait une carrière et qui aspire à l'indépendance. Donc il y a toute cette aspiration des femmes qu'on lit à travers cet ouvrage, et dans cette volonté de s'affirmer face aux fonctionnaires de Vichy comme femme de lettres. Ça, j'ai trouvé ça un moment tout à fait poignant pour moi. Alors, on n'en a pas la preuve. Très certainement, le yiddish était la langue dans laquelle la famille Frenkel, donc son père, son grand-père, s'adressait à la clientèle ou au personnel de la maison. Donc, elle rapporte dans les contes que oui, avec, on va dire, les gens simples, parce qu'il y a une conscience de classe chez Frenkel qui est très très forte, avec les gens simple, elle parlait le yiddish, mais ce n'est certainement pas la langue de la maison, de cette haute, on est dans la haute bourgeoisie, la haute société de Piotrków, et là, la langue de la maison, c'est le polonais, avec des gouvernantes enseignant le français et l'allemand aux enfants depuis leur plus jeune âge. Donc voilà, une famille aisée où les enfants sont éduqués en français et en allemand. Alors, j'ai une dernière question pour Peter Wexler. Ist da noch was in der Schachtel? Est-ce qu'il y a encore parmi les découvreurs de Françoise Frenkel quelque chose? Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il y a encore des choses à exhumer? Gibt's noch was auf Ihrem Speicher?
Im Moment fällt mir nichts ein. Ich weiß es nicht. Sie schauen alle nach oben, das schaut so komisch aus. Ja, das ist der Blick auf den Speicher. Ja, ist mir schon klar, das habe ich schon verstanden. Es wirkt nur so eigen. Gut, nein, mir fällt jetzt nichts ein. Die letzte Frage war eben die Figur Ihres Mannes und vielleicht muss ich noch etwas mehr forschen in meinen Unterlagen. Et Corinne de France et Thomas Simonet, vous avez encore des projets autour de Françoise Frenkel? Alors, sur la matière éditoriale, le Grand Paris, on a aussi beaucoup réfléchi à qu'est-ce qu'on publiait du fameux carton et de toutes les archives qu'on a faites. On a fait ce choix avec Zone de la douleur de publier absolument tous les documents qu'on avait, de ne pas en laisser un seul de côté. Donc aujourd'hui, tous les textes qu'on connaît signés de Françoise Frenkel, à part sa thèse, mais là qui n'est plus d'une grande actualité historique, et tous les textes de Françoise Frenkel sont disponibles en librairie. Et on est très fiers de ça, et c'est vraiment la confiance de Peter Wexler, qui se posait lui-même aussi beaucoup de questions sur tous ces textes, la patience avec laquelle on a compilé tout ça, on a regardé les choses et qui permet de proposer tout ce qui existe. Donc, pas de projet, sinon des découvertes. Patrick Modiano dit toujours que quand on publie, on renvoie des signes, on envoie des signaux et que des choses reviennent. C'est exactement ce qui s'est passé en publiant Rien opposé sa tête. On s'est retrouvé en relation avec Peter Wexler, avec Corinne, et on a pu publier toute cette suite et toute cette trajectoire. Je voudrais rappeler une chose qu'on n'a pas abordée. On considère aujourd'hui qu'un des premiers témoignages sur la Shoah connu et publié, on la doit indirectement à Françoise Frenkel, parce que dans une lettre de Roger Martin Dugard à André Gide, qui est qui est publié très tôt, qui est échangé très tôt, donc parmi les intellectuels, elle a raconté à Nice, à Roger Martin Dugard, l'exécution par balle d'une partie de sa famille. Voilà. Donc c'est un très grand témoin, Françoise Frenkel, qu'on a redécouvert là, un témoin très particulier, traversé de 1000 histoires, drôles et moins drôles. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Corinne de France. Merci beaucoup, Peter Wexler aus Wien. Merci beaucoup, Thomas Simonet. Merci beaucoup, la Maison Heinrich Heine. Et surtout aussi, merci beaucoup les traducteurs pour ce soir. Merci au public. Et puis, à bientôt à la Maison Heinrich Heine. Au revoir. Au revoir, Peter.